Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un arbre que vous croyez connaître, le giroflier, source du fameux clou de girofle. Derrière ce petit bouton floral brun, il y a une histoire de pirate, d'explorateur et de secrets de grand-mère. Pourquoi le giroflier a-t-il valu plus cher que l'or? Pourquoi ne pousse-t-il pas en Martinique? Et quels sont ses pouvoirs cachés? Attachez vos ceintures, on plonge dans l'incroyable épopée du giroflier. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à vous informer que l'algorithme YouTube nous signale que plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Pour que notre savoir continue de grandir, je vous demande de cliquer le bouton s'abonner, liker et partager cette vidéo autour de vous pour faire grandir la communauté de légendes des arbres. Car cela ne vous coûte rien, mais ça nous aide et nous motive à continuer de vous partager quotidiennement les meilleurs contenus de l'histoire et la science des arbres. Merci du fond du cœur. Le giroflier, un arbre majestueux et précieux, se dresse comme un pilier de la biodiversité dans les régions tropicales. Son allure, à la fois élégante et robuste, témoigne de sa longue histoire et de son importance culturelle et économique. Imaginez un arbre qui non seulement embellit le paysage, mais qui offre également un trésor d'arômes et de bienfaits pour la santé. C'est le giroflier, un cadeau de la nature. Son nom scientifique, Syzygium aromaticum, évoque un parfum enivrant et une origine lointaine. Ce nom, gravé dans les annales de la botanique, témoigne de la fascination qu'il exerce sur les scientifiques et les herboristes depuis des siècles. Un nom qui résonne avec l'histoire du commerce des épices et des explorations maritimes. Visuellement, le giroflier ressemble à un sapin tropical, avec sa silhouette pyramidale et son feuillage dense. Il se dresse fièrement vers le ciel, captant la lumière du soleil et offrant un abri aux oiseaux et autres créatures de la forêt tropicale. Sa forme conique est un symbole de croissance et de vitalité. Il peut atteindre jusqu'à 20 mètres de haut, dominant le paysage de son envergure impressionnante. Imaginez-vous debout à côté de cet arbre géant. Vous sentirez tout petit face à sa grandeur et à sa longévité. Sa taille est un témoignage de sa force et de sa capacité à prospérer dans des conditions parfois difficiles. Ses feuilles persistantes, d'un vert profond et brillant et parfumé, révèlent déjà la puissance aromatique de l'arbre. En froissant délicatement une feuille entre vos doigts, vous libérerez un parfum intense et épicé, un avant-goût du trésor qu'il renferme. Ce parfum est une promesse de saveur et de bien-être. Mais le vrai trésor, le cœur de sa valeur, ce sont ses boutons floraux, ces petites gemmes rouges qui recèlent une concentration incroyable d'arômes et de propriétés médicinales. Ils sont cueillis à la main avec soin, juste avant l'éclosion, à un moment précis où leur potentiel aromatique est à son apogée. Cette récolte délicate est un travail de patience et de précision. Puis, séchés au soleil, étalés sur des claies où ils se gorgent de la chaleur bienfaisante du soleil. Lentement, ils se transforment pour devenir les clous de girofle que nous connaissons, prêts à parfumer nos plats et à soulager nos maux. Il faut attendre 7 à 8 ans avant la première récolte, un investissement de temps et de patience pour les cultivateurs. Mais une fois qu'il a commencé à produire, l'arbre peut continuer à donner ses précieux clous pendant plus d'un siècle, traversant les générations et témoignant du temps qui passe. Tout en lui sent le girofle, de l'écorce à la sève, grâce à l'eugénol, cette molécule magique, la molécule responsable de son parfum si caractéristique et de ses vertus médicinales reconnues depuis des siècles. L'eugénol est le secret de la puissance du clou de girofle. La récolte, minutieuse, exige une connaissance approfondie de l'arbre et de ses cycles. Elle se fait 2 fois par an, selon les régions, perpétuant un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. C'est un héritage précieux qui se perpétue. Le giroflier, c'est la nature concentrée en un arbre, un condensé de saveurs et de bienfaits. Il est à la fois source d'arômes exquis pour la cuisine et de remèdes naturels pour la santé, un allié précieux pour le corps et l'esprit. Un véritable cadeau de la nature à savourer et à préserver. Pour trouver l'origine du giroflier, cap sur l'archipel indonésien des Moluques, les légendaires îles aux épices. Là-bas, le giroflier poussait à l'état sauvage, parfumant l'air et les traditions locales. Les habitants utilisaient le clou de girofle pour conserver, soigner et dans leurs rituels. Le commerce local s'étend peu à peu jusqu'en Chine et en Inde, où l'épice devient précieuse. Les marchands arabes gardent jalousement le secret de son origine, alimentant le mystère en Europe. Au Moyen-Âge, le clou de girofle devient un luxe réservé aux élites, symbole de richesse et de pouvoir.
Cette énigme va bientôt déclencher la course aux grandes explorations. Au XVe siècle, l'Europe se trouve à un carrefour. Les royaumes se développent, les villes prospèrent, et une soif insatiable de nouvelles saveurs et de richesses lointaines commence à consumer les esprits des monarques et des marchands. Les connaissances géographiques s'élargissent, alimentant des rêves d'exploration et de domination. L'Europe veut briser, elle aspire à s'affranchir des chaînes commerciales qui la lient aux intermédiaires. Les épices, ces denrées précieuses venues d'Orient, sont devenues indispensables, non seulement pour relever le goût des aliments, mais aussi pour leur prétendue vertu médicinale et leur capacité à masquer la mauvaise conservation des vivres. Le monopole des épices, un contrôle absolu sur ces ressources vitales, est l'objet de toutes les convoitises. Les clous de girofle, la muscade, la cannelle, le poivre, chaque grain est une source de pouvoir et d'influence. Détenu par les Arabes et les Vénitiens, ce monopole étouffe les ambitions des autres nations européennes. Venise, en particulier, prospère grâce à son rôle d'intermédiaire incontournable, amassant des fortunes colossales en contrôlant le flux des épices vers le reste de l'Europe. Les Portugais, pionniers de la navigation, puis les Espagnols, leurs rivaux dans la course à la découverte, partent à la conquête des routes maritimes, bravant les océans inconnus et les dangers des mers lointaines. Ils sont animés par un mélange d'esprit d'aventure, de soif de richesse et de zèle religieux, cherchant à la fois à étendre leur influence et à convertir les populations rencontrées. Leur objectif ultime, atteindre les Moluques, ces îles mystérieuses et luxuriantes, connues comme les îles aux épices, le berceau du clou de girofle. Les Portugais imposent leur monopole par la force, utilisant leur supériorité navale et militaire pour soumettre les populations locales et contrôler la production. Bâtissant des forteresses stratégiques, ils établissent des avant-postes commerciaux fortifiés, symbole de leur domination et garant de leur mainmise sur le commerce. Et contrôlant le commerce du girofle, ils s'assurent un flux constant de richesses vers le Portugal, transformant ce petit royaume en une puissance maritime et commerciale de premier plan. Mais, au XVIIe siècle, le vent tourne. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales, VOC, prend le relais. Une organisation commerciale puissante et impitoyable, dotée de ressources considérables et d'une ambition démesurée. Elle évince les Portugais, les chassant de leurs possessions dans les Moluques, après des décennies de lutte acharnée, et impose une domination brutale, soumettant les populations locales à un régime de terreur et d'exploitation systématique. Les Hollandais concentrent la production sur quelques îles, afin de mieux contrôler l'offre et les prix sur le marché mondial. Détruisant les girofliers ailleurs, ils mettent en œuvre une politique de destruction massive pour éliminer toute concurrence potentielle. Pour garder le contrôle absolu sur cette précieuse ressource, ils patrouillent les mers, surveillant les côtes et répriment impitoyablement toute tentative de contrebande ou de rébellion. Cette politique radicale leur assure, pendant des décennies, le monopole mondial du clou de girofle, faisant de la VOC l'une des entreprises les plus riches et les plus puissantes de l'histoire. Pendant plus d'un siècle, les Hollandais règnent en maître sur le commerce du clou de girofle, accumulant des richesses colossales et exerçant une influence considérable sur la scène internationale. Derrière chaque clou, apparemment insignifiant, une histoire de conquêtes sanglantes, de guerres impitoyables et de fortunes colossales, construites sur l'exploitation et la souffrance. Mais ce monopole, fondé sur la violence et l'oppression, ne durera pas éternellement. L'avidité et la soif de pouvoir finissent toujours par se heurter à leurs propres limites. Le monopole hollandais sur le girofle, une emprise de fer sur une ressource précieuse. Pendant des décennies, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a exercé un contrôle absolu sur la production et le commerce de cette épice convoitée. Leur domination était synonyme de pouvoir, de richesse et d'une détermination impitoyable à écraser toute concurrence. Imaginez les navires hollandais sillonnant les mers, leurs cales remplies de clous de girofle, tandis que les îles Moluques, source de cette richesse, étaient soumises à leur autorité, étaient impitoyables. La moindre tentative de contourner leur monopole était sévèrement punie. Des villages entiers pouvaient être décimés pour avoir osé commercer illégalement. La surveillance était constante, la répression brutale. Les populations locales vivaient dans la crainte permanente des représailles. Le contrôle hollandais ne se limitait pas à la simple possession des terres, mais s'étendait à la vie même des habitants. Culture strictement surveillée. Chaque arbre, chaque bourgeon était comptabilisé, inspecté. La culture du clou de girofle était un secret d'État, jalousement gardé par les Hollandais. Ils employèrent des méthodes draconiennes pour s'assurer qu'aucune graine,
qu'aucune pousse ne quitte les Moluques sans leur autorisation. Des patrouilles incessantes sillonnaient les plantations, prêtes à réprimer toute tentative de contrebande. Destruction des plants illégaux. Pour maintenir les prix élevés, les Hollandais n'hésitaient pas à détruire des plantations entières. Des arbres centenaires, porteurs de richesses potentielles, étaient abattus et brûlés. Cette politique de la terre brûlée visait à limiter l'offre et à garantir des profits exorbitants. Un spectacle désolant de destruction, symbole de la cruauté du monopole. Et même brûlage de stock pour faire monter les prix. L'offre et la demande, les Hollandais maîtrisaient parfaitement les mécanismes du marché. Lorsque les récoltes étaient trop abondantes, ils n'hésitaient pas à détruire des tonnes de clous de girofle, créant artificiellement une pénurie pour maintenir les prix à un niveau élevé. Une stratégie cynique, mais terriblement efficace. Mais, au XVIIIe siècle, alors que le monopole hollandais semblait inébranlable, un homme va tout changer. Un grain de sable dans l'engrenage, un esprit audacieux prêt à défier l'ordre établi. Pierre Poivre, botaniste français, un homme passionné par les plantes et révolté par l'injustice. Il voyait dans le monopole hollandais une entrave à la diffusion des connaissances et une exploitation éhontée des populations locales. Organise une expédition secrète pour voler des plants aux Moluques. Une mission périlleuse, digne d'un roman d'aventure. Il savait que s'il était pris, il risquait la prison, voire la mort. Mais sa détermination était plus forte que la peur. Il réussit à acclimater le giroflier à l'île Maurice, bravant les conditions climatiques et les difficultés logistiques. Un véritable tour de force botanique, et à la Réunion, étendant ainsi la culture du clou de girofle à d'autres horizons. Brisant le monopole hollandais. Un coup de maître qui allait bouleverser l'économie mondiale des épices. Bientôt, la culture s'étend à d'autres colonies françaises, profitant d'un climat favorable et d'une main-d'œuvre disponible. Puis anglaise, avide de s'approprier cette source de richesse. Jusqu'à Zanzibar, Madagascar, et au-delà, transformant le paysage économique et culinaire de ces régions. Le clou de girofle devient enfin accessible à tous, cessant d'être un luxe réservé à une élite. Sa valeur chute, conséquence de l'augmentation de l'offre et de la fin du monopole. Et il conquiert le monde, s'intégrant aux traditions culinaires et médicinales de nombreuses cultures. L'audace d'un homme a suffi à démocratiser une épice jadis réservée aux puissants, changeant à jamais son statut et sa perception. Le giroflier, autrefois secret jalousement gardé, objet de convoitise et de conflits, est désormais une culture mondiale, accessible à tous, symbole d'un monde plus ouvert et interconnecté. Une histoire de pouvoir, de courage et de la diffusion d'une saveur qui a conquis le monde. Mais alors, pourquoi le giroflier n'a-t-il jamais pris racine en Martinique ou en Guadeloupe ? L'arbre est exigeant. Il lui faut une humidité constante, pas de saison sèche, des sols riches et bien drainés. Et il craint les cyclones. Les Antilles, avec leur saison sèche et leurs vents violents, ne sont pas idéales. De plus, au XVIIIe siècle, la canne à sucre, le café et le cacao dominaient déjà l'économie locale. Investir dans le giroflier, lent à produire et délicat à cultiver, n'était pas rentable face à la rentabilité rapide de la canne. Résultat, le giroflier n'a jamais trouvé sa place dans les plantations antillaises. Aujourd'hui, le clou de girofle parfume nos plats, du pot-au-feu au pain d'épices, et entre dans d'innombrables mélanges d'épices à travers le monde. Mais il est aussi un remède ancestral. Le génol qu'il contient soulage les maux de dents, désinfecte et facilite la digestion. Son parfum puissant a inspiré la parfumerie et même la fabrication de cigarettes en Indonésie. Il sert à parfumer le linge, éloigner les mythes et symbolise la protection dans de nombreuses cultures. Chaque clou est un concentré d'histoire, de voyage et de tradition. Derrière ce petit bouton, un monde de saveurs et de bienfaits. La prochaine fois que vous l'utilisez, pensez à son incroyable parcours. Le giroflier, c'est l'aventure du monde dans votre cuisine. Le clou de girofle n'est pas qu'une épice. Il est aussi entouré de légendes et de pouvoirs magiques. On lui attribue des vertus de protection, d'amour et de prospérité, et il est utilisé dans des rituels à travers le monde. Une légende des Moluques raconte que le giroflier est né des larmes d'un dieu, chaque arbre lié au destin d'un enfant. Ces croyances témoignent du lien profond entre les habitants des îles et leur arbre emblématique. Le parfum du clou de girofle, ses pouvoirs presque miraculeux et son histoire mystérieuse ont nourri l'imaginaire collectif. Il est devenu un symbole de magie, de force et de voyage. Le giroflier, c'est la nature, la culture et le mythe réunis.
Notre voyage avec le giroflier touche à sa fin. Derrière chaque arbre, il y a une histoire, une géographie, une économie, une culture. Le giroflier nous rappelle que la nature façonne l'histoire humaine et que chaque plante a ses secrets. S'intéresser à ces histoires, c'est comprendre notre monde et notre patrimoine. La prochaine fois que vous croiserez un arbre, demandez-vous d'où il vient et ce qu'il a traversé. Merci d'avoir voyagé avec nous. Abonnez-vous pour d'autres aventures botaniques. D'ici là, restez curieux.